Merci beaucoup à vous toutes et vous tous d'être présents ce soir pour cette conférence Maths à partager. Avant de donner la parole à notre orateur de ce soir, David Chimazoni, je voudrais vous dire quelques mots sur cette série de conférences, le cadre plus large dans lequel elles s'inscrivent, et puis présenter rapidement David avant de lui céder la parole. Donc les conférences Maths à partager, c'est la deuxième de cette série, il y en a une l'année passée avec Francis Brown, permettent de vous proposer des conférences pour tout public par des personnalités en mathématiques et une fois par an par quelqu'un qui travaille à la section de mathématiques de l'Université de Genève, aujourd'hui David Chimazoni. Il y en aura 2 autres plus tard cette année. Et puis, on organise également plein d'autres événements autour des mathématiques pour tout public, soit en soirée, en journée, des festivals pour les jeunes, pour les moins jeunes. Et pour en savoir plus, vous pouvez vous abonner à notre newsletter. Il y a un QR code qui doit être en train de défiler en ce moment. C'est le QR code de droite pour en savoir plus sur tous nos événements. Et celui de gauche, c'est pour vous permettre de poser des questions ce soir pendant la conférence ou après pendant la séance de discussion. Vous pouvez déjà les poster maintenant si vous le souhaitez. Nous, on va les stocker, les trier pour ensuite pouvoir les utiliser dans la discussion qui suivra la conférence. On s'excuse d'avance de ne pas pouvoir toutes les poser. Vous êtes très nombreux et nombreuses et en général, on reçoit beaucoup de questions. On va essayer de faire passer un maximum de questions de votre part à David ce soir. Donc, David Chimazoni, qui est à côté de moi, qui va vous faire l'exposé de ce soir, a fait toutes ses études de mathématiques à Genève. Bachelor, master, doctorat, puis s'est enfui à Berkeley, à l'ETH, et est revenu pour être maintenant maître d'enseignement et de recherche à la section de mathématiques de l'Université de Genève. Il vous parlera lui-même de sa recherche un peu plus tard. Ce que j'aimerais dire sur lui, c'est que pendant ses études, il a animé un séminaire qui s'appelait le Poulport Séminaire. Certaines d'entre vous qui sont à la section ou qui l'ont été, si vous ne connaissez pas, il faut absolument vérifier cette page, elle existe toujours. Ce séminaire se donnait déguisé, avec un titre en allemand. J'ai passé quelques heures à vérifier cette page et les abstracts. Deuxième chose, donc, David est un mathématicien, il vous parlera de mathématiques entre autres ce soir, mais si vous voulez l'interroger sur d'autres passions potentielles, David a 2 enfants et des connaissances beaucoup plus larges. Par exemple, en ce qui concerne les monstres mythologiques ou les potions magiques en ce moment, ainsi que les naufrages. Surtout, n'hésitez pas à sortir des sentiers battus. Enfin, ce soir, David va vous parler de la joie des maths. Ça touchera donc de nombreux autres sujets, et on espère que ça vous permettra de relier avec d'autres sujets que vous voulez aborder avec lui ce soir. Et là, on a le moment critique où il faut passer au slide de David. Miraculeusement, grâce à notre service technique de l'université, qu'on remercie très fort ce soir, tout va très bien se passer. Sur ce, je cède la parole à David Chimazoni. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. J'espère que vous m'entendez bien. J'espère que vous m'entendez bien, voilà. Ça fait très plaisir de voir autant de gens qui veulent apprendre la joie des maths. Je vois beaucoup de gens connus. Il y a des collègues, il y a des anciens étudiants en maths, peut-être des futurs étudiants en maths. Il y a un ancien bibliothécaire de la section de maths. Donc, bienvenue à tous. Donc effectivement, comme Élise l'a expliqué, le but de ce cycle de conférences, c'est de vulgariser en quelque sorte les mathématiques, dans le sens peut-être de changer l'image que les gens se font des mathématiques. On a l'impression, on a tendance à penser que le public se fait une image fausse des mathématiques et que ça peut peut-être empêcher certaines personnes de se diriger vers la bonne voie pour elles. Et alors pour faire ça, donc effectivement, j'ai choisi un titre particulier, la joie des maths. Et donc j'ai envie de partager avec vous quelques idées qui sont nées de mon expérience d'enseignant-chercheur en mathématiques depuis maintenant un certain nombre d'années. Et j'aime beaucoup l'expression « se placer sur les épaules des géants ». Et donc j'ai envie de me placer sur les épaules des géants pour voir plus loin. Et donc je vais assez régulièrement, vous allez voir, au cours de mon exposé, citer des géants des maths en particulier, à l'appui de mon propos. Et alors, on va commencer tout de suite avec un premier géant. Mais alors, vous savez, on est ici dans l'université. Et quand on parle d'université, on parle de milieu académique, on parle de carrière académique, on parle d'études académiques. Et comme vous le savez sans doute, le nom académique vient de l'Académie de Platon. Platon, un géant à n'en pas douter.
Donc l'Académie de Platon a été fondée voilà, en 387 avant Jésus-Christ. Et il y a une légende qui dit la chose suivante. Sur le fronton de l'Académie de Platon était marqué que nul n'entre ici s'il n'est géomètre. Alors il s'avère qu'en fait c'est une légende qui il semble qu'elle est fausse. Cette inscription date d'à peu près 2 siècles après la mort de Platon, mais ce qu'on sait pour sûr, c'est que il y avait 2 disciplines de base dans l'enseignement de Platon pour ses disciples. Et ces 2 disciplines, ces 2 matières de base dans la formation, c'était les mathématiques, d'une part. Alors les mathématiques n'étaient pas enseignées dans un but d'application immédiate. C'était enseigné voilà, pour elles-mêmes. Et la deuxième matière de base, c'est ce qu'on appelle la dialectique. Alors, la dialectique, c'était une technique de dialogue qui était basée sur la réflexion logique, le respect de l'interlocuteur. Le but n'était pas d'avoir, ça résonne un peu, le but n'était pas d'avoir un duel entre 2 interlocuteurs, mais plutôt que les 2 dialoguent ensemble pour avancer vers disons, la compréhension, la vérité, etc. Donc l'Académie de Platon était une école sans dogmatisme, il n'y avait pas de pensée d'école, il n'y avait pas de pensée qu'il fallait absolument suivre. Ce qui importait pour les disciples qui étaient à l'Académie de Platon, c'était le dialogue et la transformation qu'elle apportait. Et je trouve que quand on lit ça sur l'Académie de Platon, on se dit que c'est certainement un modèle à suivre encore aujourd'hui pour le milieu académique moderne. Bon, mais alors du coup, pourquoi est-ce que Platon avait choisi ces deux disciplines pour la formation de ses disciples? Le but, c'était que les disciples jouent le rôle dans la cité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire jouer son rôle dans la cité? Alors, la cité, à l'époque, évidemment, c'était Athènes. Et donc, voilà, ça devait être ce qu'on appelle de nos jours des bons citoyens. Et donc, j'ai envie de vous expliquer maintenant pourquoi, à mon sens, les mathématiques sont utiles pour un bon citoyen. Ce qu'on appelle un peu les maths citoyennes. Alors, je vais vous montrer ça avec un exemple. Voilà, donc la slide s'intitule « Le citoyen mathématicien et les fake news ». Donc, je vais vous montrer un exemple qui date d'il y a 20 ans, plus de 20 ans, c'est en 2004. Donc, le mot fake news n'existait pas à l'époque, mais les fake news existaient, elles, bel et bien. Ceux qui ont moins de 20 ans ne peuvent pas connaître ça, mais les autres se rappellent peut-être d'avoir reçu ça dans leur boîte aux lettres en 2004. C'est un exemple très connu. Donc voilà, il y a un obscur comité interparti contre les naturalisations en masse qui nous dit attention, les musulmans seront bientôt en majorité en Suisse. Et voici la démonstration mathématique de pourquoi est-ce que les musulmans seront bientôt en majorité en Suisse. Donc on va zoomer un peu pour mieux voir ça. Donc j'espère que vous arrivez à voir. Donc les 2 premiers chiffres, ce qui est en vert ici, donc, bon, ce qui est en vert là, ce sont des chiffres officiels qui viennent de l'Office fédéral de la statistique. Donc voilà, en 1990, il y avait 2,2% de musulmans en Suisse. Et en 2000, il y avait 4,5% de musulmans en Suisse. La proportion de musulmans a doublé en 10 ans en Suisse. OK ? Alors à partir de là, évidemment, donc ça c'est petite étoile écrit tout petit, hein, tout petit en bas, étoile source Office fédéral, et ensuite 2 étoiles, ce qui est rouge là, 2 étoiles extrapolation. Alors extrapolation, 4,5% en 2000, 9% en 2010, 18% en 2020, 36% en 2030 et bien sûr en 2040, 72% de musulmans en Suisse. Les musulmans sont bientôt en majorité en Suisse. Alors, donc là, évidemment, vous me direz, il n'y a pas besoin d'avoir fait des études très avancées en mathématiques pour se dire que c'est totalement absurde. Mais il suffit d'un peu de bon sens. Mais on va quand même essayer de faire la démonstration ensemble. Alors, ah oui, peut-être un détail, je sais qu'il y a une journaliste du Temps dans la salle. Alors, il s'avère que le Temps a très bien réagi à
cette annonce, parce qu'en fait, ce comité interparti essaie non seulement assez d'argent pour mettre ces trucs partout, dans toutes les boîtes aux lettres, mais en plus, essayer de publier ça dans les journaux. Et en fait, ce que le Temps a fait, c'est que le Temps a refusé de publier ça, mais il a publié une page entière en montrant ce que ce comité avait tenté de faire publier et en expliquant pourquoi c'était absurde. Donc, bon, c'était une bonne réaction. Mais alors, est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi cet argument est complètement absurde? Pourquoi est-ce qu'on peut voir tout de suite que cet argument ne tient pas la route? L'étape suivante, c'est 144%. Exactement. Donc là, si c'était vrai, on se retrouverait en 2050 avec 144% de musulmans en Suisse. Donc imaginez un peu s'ils avaient mis un flyer ou une annonce dans le journal en disant « Attention, en 2050, il y aura 144% de musulmans en Suisse. » Donc ils ne l'ont pas fait. Et encore une fois, c'est un exemple qui fait rire. Mais en fait, si vous regardez, par exemple, de l'autre côté de l'Atlantique, enfin, il n'y a pas besoin d'aller si loin, on voit qu'il y a des arguments qui sont largement aussi bêtes et qui pourtant convainquent beaucoup de monde. D'accord ? Donc, voilà, ça, c'est un premier argument qui est bien sûr anecdotique, mais sur le fait qu'avoir un tout petit peu de compréhension des chiffres, ou peut-être du raisonnement mathématique, ça peut être utile pour comprendre le monde dans lequel on vit et peut-être pour être un citoyen un petit peu plus éclairé. C'est un exemple, bien sûr, qui est extrêmement connu. Donc voilà, ça c'était un exemple qui est anecdotique, mais je me suis un petit peu intéressé à la question de... Ah oui, excusez-moi, donc là où vous avez les chiffres actuels, en fait les vrais chiffres, et donc bien évidemment la population musulmane est essentiellement restée stable en Suisse. Bon. Ok. Et donc en fait, en réfléchissant à cet exposé, je me suis posé la question, mais en fait, est-ce qu'on sait qui a tendance à croire les fake news et qui ne les croit pas? D'accord. Ça, c'est une question assez intéressante, il me semble. Et donc, il s'avère qu'il y a des recherches qui ont été faites en psychologie cognitive. Bon, évidemment, je ne suis pas du tout spécialisé du sujet, mais j'ai trouvé en tout cas une étude très intéressante, qui est une étude qui date de 2021, donc en plein Covid. Et ils ont fait une grande étude entre les États-Unis et l'Italie, donc deux pays très touchés, bien sûr. Et ils ont distribué plein de questionnaires à beaucoup de monde. Et ils ont essayé de voir quels traits de personnalité étaient liés, corrélés positivement ou négativement avec le fait de croire aux fake news. Et ils ont trouvé deux choses. J'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Le premier trait qui était corrélé positivement avec le fait d'être capable de détecter les fake news, c'était le score à ce qu'ils appellent un test de réflexion cognitive. Alors ce test de réflexion cognitive, c'est un test qui consiste en un certain nombre de devinettes, de rébus, des trucs comme ça, et d'énigmes un peu logiques. Et en particulier, donc, je vais vous donner deux exemples de questions qui sont posées à ce test de réflexion cognitive. Alors, donc voilà, c'est des questions qui sont tellement connues maintenant qu'ils ont dû en fait changer le test depuis, parce que tout le monde connaît ce genre de questions, mais peut-être que vous ne connaissez pas. Donc voilà la première question. Donc je vous dis d'ores et déjà, on va faire une petite expérience, vous pouvez essayer pour ceux qui savent comment faire, de scanner ce QR code, et puis d'essayer de répondre à la question, et puis peut-être que Élise nous dira quel est le score majoritairement, la réponse qui a été majoritairement donnée. Donc je pose la question. Vous imaginez un étang avec tout un groupe de nénuphars, et le groupe de nénuphars double de taille chaque jour. Chaque jour, le groupe de nénuphars double de taille. Et on sait qu'il a mis exactement 14 jours pour couvrir entièrement l'étang. Et la question qu'on pose, c'est après combien de jours il avait couvert la moitié? Alors bien évidemment, vous pensez bien, ce genre de questions des tests de réflexion cognitive ont toutes en commun une chose qui est la réponse qu'on a tendance à donner complètement automatiquement n'est pas la bonne. D'accord? Donc peut-être je vous laisse 2 secondes pour répondre. Ah, pardon.
Élise, est-ce que tu as les résultats? On attend encore 2 secondes. Bon, Alors, j'ai les résultats. Il y a une majorité écrasante de 13. félicitations. On voit que vous êtes déjà bien. Là, je crois qu'il y a eu un biais de sélection dans la salle. Les gens qui viennent ici ont déjà un léger penchant, un léger intérêt pour les maths. Voilà. Donc voilà, vous avez effectivement une majorité écrasante d'entre vous. Je vous félicite à répondre à la bonne réponse, c'est-à-dire 13. Mais il s'avère que si vous donnez cette question à un public moins, disons, sans biais, eh ben, il s'avère qu'évidemment, beaucoup de gens vont répondre 7. Et l'autre question, elle est aussi extrêmement connue. Alors, on ne va pas faire le test ensemble. Donc, une balle et une batte ensemble coûtent $110. La batte coûte $100 de plus que la balle. Combien coûte la balle? Combien coûte la batte? Alors là, c'est de nouveau un peu la même histoire. C'est-à-dire qu'on a, d'une certaine manière, notre cerveau nous pousse à penser, à répondre 100 et 10, ce qui est une mauvaise réponse. Et une mauvaise réponse, et la bonne réponse, c'est 105 et 5. Donc, c'est assez intéressant. En fait, ces tests de réflexion cognitive sont des tests qui, peut-être, montrent si on est capable de ne pas répondre immédiatement ce que notre cerveau nous ferait répondre, mais de réfléchir un petit peu avant de répondre. Donc voilà, ça, c'est des exemples, c'est 2 des questions qui sont posées dans ce test de réflexion cognitive. Et encore une fois, un bon score, un score élevé à ce test, est corrélé positivement avec une bonne capacité à identifier les fake news. Mais ça ne suffit pas. Il y a un deuxième trait qui est corrélé, celui-là négativement, avec la capacité à détecter les fake news, et c'est un score, ce que ces chercheurs ont appelé score de polarisation socio-cognitive. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Donc en fait, ils ont essayé de mesurer un peu l'intolérance à l'ambiguïté, la pensée en noir et blanc, la xénophobie, le conservatisme, etc. Oups. Donc ça, j'ai trouvé extrêmement intéressant de voir qu'en fait, donc on a une corrélation positive avec un score de réflexion cognitive et une corrélation négative. Donc, plus on va avoir tendance à avoir une pensée en noir et blanc, à avoir une pensée absolutiste, à ne pas pouvoir se remettre en question, et moins, évidemment, on va être capable d'identifier les fake news. Et voilà. Et donc c'est très intéressant parce que dans ce papier, donc, ils ont essayé aussi de voir s'il y avait des corrélations avec plein d'autres choses. Donc, est-ce qu'il y avait des corrélations avec le fait que les gens qui répondaient étaient plutôt aux États-Unis ou plutôt en Italie? Non. Est-ce qu'il y avait des corrélations avec le fait que les gens... le sexe? Non. Avec l'âge? Non. Même le niveau d'éducation. Il y avait un niveau de corrélation qui n'était pas significatif. D'accord. Mais par contre, il y avait ces 2 choses-là qui étaient très fortement corrélées, l'une positivement et l'autre négativement. Et bien évidemment, moi j'étais très content de voir cette étude et de découvrir ça, parce que, comme vous l'aurez compris, le score au test de réflexion cognitive, ça s'entraîne avec les mathématiques. Et bien sûr, le score de polarisation socio-cognitive se combat avec la dialectique. Comme quoi, voilà, Platon, presque 2500 ans, avait déjà compris pas mal de choses. Donc du coup, voici une première leçon de Platon à la psychologie cognitive, une première leçon. Tous les enfants devraient apprendre à lire, à écrire, à compter, on est tous d'accord, mais aussi être initiés et entraînés au raisonnement mathématique. Et je dis bien au raisonnement mathématique, je ne dis pas aux mathématiques automatiques, mais vraiment à essayer de comprendre vraiment le raisonnement, mais aussi être incité à remettre systématiquement en doute leurs croyances. Et moi, j'avoue que j'étais aussi très content de voir le résultat de cette étude, parce que
vous savez, je suis conseiller académique de la section de maths, et donc du coup, je me retrouve souvent avec cette même chemise, là, devant des caméras, à devoir dire pourquoi les étudiants doivent venir étudier en maths, etc. Et ce que je dis assez régulièrement, c'est, ben voilà, j'ai envie de faire passer un peu cette idée de mathématiques citoyennes, qu'avec le monde dans lequel on vit, c'est utile de savoir raisonner comme il faut, etc. Mais en fait, je connais quand même, enfin on connaît tous, je pense, plein de mathématiciens qui disent plein de bêtises. Donc, ça ne suffit pas, d'accord. Donc, quand on fait des mathématiques, on entraîne ce processus de raisonnement. Mais après, il faut aussi être capable, une fois qu'on a entraîné ce muscle, disons, de l'utiliser à bon escient, de l'utiliser au bon moment. D'accord ? C'est-à-dire de se remettre en cause, de me remettre en doute ses croyances, et quand on pense que quelque chose est vrai, se dire, OK, le remettre en doute, ce qu'il utilise, donc disons, la dialectique, et ensuite, peut-être avec le raisonnement, pouvoir essayer de distinguer le vrai du faux. Quelque chose d'intéressant à propos de la dialectique, c'est que pour Platon, la dialectique était une méthode de dialogue, mais quand il dit explicitement la pensée, c'est le dialogue, mais qu'on entretient avec soi-même. Et donc, quand on entraîne la dialectique comme une méthode de dialogue, c'est aussi une méthode de dialogue interne, en quelque sorte, de pouvoir remettre en question ce qu'on pense soi-même. Alors voilà, je veux vous citer un nouveau géant. Donc là, pour l'instant, on n'a eu qu'un seul géant sur les épaules duquel on pouvait se jucher pour voir plus loin. Et je vais maintenant vous citer un autre qui s'appelle William Thurston. C'était un des très grands mathématiciens du fin du XXe siècle, mathématicien américain. Donc la citation que voici est traduite de l'américain. Il dit la chose suivante. Parce que nous avons des exigences élevées en termes de pensée claire et convaincante, et parce que nous accordons une grande valeur à l'écoute et à la compréhension mutuelle, nous ne nous livrons pas à des débats interminables ni à des refontes sans fin de nos mathématiques. Nous sommes prêts à être convaincus par les autres. Je trouve que c'est une assez belle description, peut-être un tout petit peu idéaliste, mais une assez belle description des discussions entre mathématiciens, dans le sens que si deux mathématiciens parlent de politique, ça peut dire n'importe quoi. Mais quand deux mathématiciens parlent ensemble de mathématiques et que l'un montre à l'autre, regarde là, que un dit à l'autre, ah oui, je pense que ça c'est vrai, et que l'autre lui dit non, tiens, voilà un contre-exemple, le premier, il n'a plus rien à dire, d'accord ? Il dit ah oui, d'accord, merci, ok, et puis on continue à discuter, d'accord ? À aucun moment, le premier va lui dire ah, attends, là, tu fais des mathématiques de mainstream, là, fais ta propre recherche, tu crois tout ce qu'on te dit. Ah, ça n'existe pas, d'accord, en mathématiques. Ça, bien sûr que c'est un avantage de notre branche. Bon, donc, voilà, là, c'est un petit peu disons, en quelque sorte, la fin de cette introduction placée sous le signe des mathématiques citoyennes. Donc, l'utilité des mathématiques dans le sens de l'utilité dans l'éducation pour faire un citoyen éclairé. Mais bon, dans le titre de mon exposé, il y a quand même le mot joie. Et pour l'instant, on n'a pas tellement entendu parler de joie. Il y en a qui s'impatientent un peu. Et alors, pour faire la transition avec la joie, je vais vous citer la phrase qui vient juste avant ce paragraphe de Thurston. C'est vraiment ce qu'il a dit juste avant. Il dit la chose suivante. « Je pense que les mathématiques constituent l'une des activités humaines les plus intellectuellement gratifiantes. » Alors ça, c'est autre chose. Donc, une des activités humaines les plus intellectuellement gratifiantes. Alors, on va essayer de comprendre un petit peu ce qu'il veut dire par là. Et pour ça, je vais donc faire appel à un nouveau géant qui s'appelle Poincaré. C'était un grand mathématicien, un géant de la fin du 19e, début du 20e, Poincaré. Et il dit la chose suivante. Le savant n'étudie pas la nature parce que cela est utile, il l'étudie parce qu'il y prend du plaisir, et il y prend du plaisir parce qu'elle est belle. Voici Poincaré. Et il dit, dans un autre ouvrage, ces citations ne se suivent pas, mais les deux sont de lui. Les mathématiques ont un but philosophique et, j'ose le dire, un but esthétique. Leurs adeptes y trouvent des jouissances analogues à celles que donnent la peinture et la musique. Je trouve que c'est de très belles citations de Poincaré.
Et alors là, évidemment, il y a une objection complètement évidente, qui est la suivante. Ok, peut-être que leurs adeptes y trouvent du juste analogue, mais il y a une grande différence entre la peinture, la musique et les maths. Et la grande différence, c'est la suivante. C'est que je n'ai pas besoin d'être un peintre pour apprécier la peinture. Je n'ai pas besoin d'être un musicien pour apprécier la musique. Mais il me semble on a tendance à penser qu'on a besoin d'être un mathématicien pour apprécier les maths. Et en gros, le but de la fin, un des buts de la fin de l'exposé, c'est de vous convaincre du contraire. Donc, et c'est bien sûr un des buts de ces cycles de conférences, c'est de convaincre du contraire. Donc, en fait, je veux argumenter la chose suivante. Je pense que c'est pas vrai qu'on a besoin d'être un mathématicien professionnel ou d'avoir une intelligence exceptionnelle pour apprécier des grandes idées et y prendre du plaisir. Il n'y a pas besoin. Mais la vraie différence, le problème, entre guillemets, la vraie différence entre la peinture et la musique d'une part et les mathématiques d'autre part, c'est la difficulté de la communication des mathématiques. Donc, vous voyez, si un peintre veut communiquer sa peinture, ben, il y a un vecteur, un médium qui est tout à fait évident, c'est la toile. D'accord ? Donc, le peintre peint sa toile, il la montre et il la pend dans un musée ou il la suspend dans un musée. Et le public, peintre ou pas peintre, peut défiler et regarder et apprécier ou pas la peinture qu'il a devant les yeux. Donc voilà, il y a ce médium évident qui permet au peintre de communiquer son art et au public de l'apprécier. Pour la musique, c'est pareil. Donc, on n'a pas du tout besoin d'être un musicien, de jouer soi-même un instrument, de pouvoir lire une partition ou de composer soi-même pour pouvoir apprécier de la musique. Parce qu'il y a un médium évident qui est la musique elle-même. D'accord ? Un musicien, un compositeur va enregistrer son morceau, l'auditeur va écouter le morceau et il va pouvoir apprécier ou pas la musique qu'il entend. Pour la peinture, il y a un organe évident qui est utilisé, c'est les yeux. Et pour la musique, il y a un organe évident qui est utilisé, c'est le sens de l'ouïe. Et le problème, c'est que pour les maths, c'est plus compliqué. Donc pour les maths, il n'y a pas de vecteur évident pour transmettre les mathématiques entre celui qui veut les expliquer et celui qui essaie de les comprendre. Et de même, il n'y a pas, disons, entre guillemets, il n'y a pas un organe aussi évident. C'est-à-dire qu'en gros, l'idée mathématique se trouve, mettons, par exemple, chez l'enseignant en maths, dans sa tête, et il va essayer de transmettre cette idée, que lui trouve magnifique, à l'étudiant qui va essayer de comprendre ce qui se passe. Et là, il n'y a pas de médium évident. On peut essayer avec un tableau noir, ça se fait souvent comme ça, on peut essayer en agitant les bras, on peut essayer juste de parler, etc. Et puis, avec un peu de chance, la communication passe et puis l'idée mathématique va être transmise de la première personne à la seconde. Et avec un peu de chance, la seconde personne va donc la comprendre et va en éprouver de la joie, même si lui-même n'est pas un mathématicien professionnel et n'est peut-être pas d'une intelligence incroyable. D'accord ? Il peut quand même, sans doute, en éprouver de la joie. Donc voilà, ce que j'ai envie de faire avec vous, maintenant, c'est de faire une expérience de ce type. Donc ça veut dire essayer de vous montrer un problème mathématique et sa résolution, complètement de A à Z. D'accord ? Et voilà, on tente l'expérience ensemble. D'accord ? Donc là, le médium, en l'occurrence, le vecteur de l'information sera ce grand tableau, là, et puis moi avec avec mon pointeur. Et puis on va voir. Donc je ne prétends absolument pas que vous allez tous comprendre. Je prétends... Voilà, mais j'espère que ça va pour ceux qui vont comprendre, vont éprouver quelque chose, peut-être de la joie. Et puis peut-être que ceux qui ne vont pas comprendre sur le coup vont comprendre ce soir, vont comprendre demain, ou auront envie de regarder, et puis finalement vont quand même comprendre d'une manière ou d'une autre, que ça va leur apporter quelque chose.
Donc c'est une expérience qu'on va faire maintenant, qui va prendre, je ne sais pas, peut-être 15 minutes. Et après, je vais tirer un certain nombre de leçons de cette expérience avec vous. Et encore une fois, tout le but de chacune de ces leçons, c'est en quelque sorte de tordre le cou à une idée fausse qu'on peut avoir des mathématiques. Ah oui, je tiens encore à dire, avant de commencer l'expérience, que cet exemple n'est pas choisi pour un lien quelconque avec ma recherche, pas du tout, ça n'a rien à voir avec moi, je n'ai rien à voir avec ce problème. Il a été choisi pour ses vertus, d'abord parce que je trouve que c'est une démonstration tellement belle que j'avais envie de la communiquer, mais aussi pour ses vertus pédagogiques. Donc j'ai choisi cet exemple en gardant en tête quel était le message que je voulais vous communiquer avec ça, et donc c'est comme ça que je l'ai choisi. Petite parenthèse par rapport à, comme je viens de citer ma recherche, donc encore une fois, ça c'est pas du tout lié à ma recherche, et cet exposé n'a strictement rien à voir avec ma recherche, a priori. Mais bien sûr, on est ouvert après à vos questions si vous voulez. Il y a même une ou deux slides qui sont prêtes s'il le faut. Voilà. OK. Alors, donc tentons l'expérience. Le problème dont j'ai envie de vous parler, c'est un problème qui s'appelle le problème de Sylvester, qui tire son nom de cet auguste monsieur Sylvester, un mathématicien britannique, fin du XIXe siècle. Et ce monsieur a posé un problème. Il y avait une revue où simplement on pouvait mettre les problèmes qui nous semblaient intéressants, et il a posé ce problème. Il s'avère que ce problème est resté ouvert pendant 50 ans. Donc, mais on va regarder ensemble ce problème. Et ce que je vais faire, c'est que pour pouvoir en tirer une leçon par la suite, je ne vais pas vous donner directement l'énoncé du problème, mais on va essayer ensemble de deviner peu à peu quel est l'énoncé qui est vraisemblable. D'accord ? Donc, voici la première version du problème, donc vous allez voir qui est fausse. Donc, étant donné un nombre fini de points du plan, il existe toujours une ligne passant par exactement 2 de ces points. Donc là, est-ce que ça a une chance d'être vrai ? Alors ça ne marche pas, d'accord ? Parce que si, par exemple, on prend un seul point, très clairement, ça ne marche pas. D'accord. Okay. Donc, mais voilà. Alors là, vous avez un exemple de ce qui se passe en permanence. Je vais y revenir, bien sûr, dans la tête d'un chercheur. Maths, c'est qu'en fait, il se pose une question, il essaye, et puis, ah ben non, en fait, ça ne marche pas, et puis voilà, ça se passe comme ça. Bon, ok. Donc voilà, ça ne marche pas, avec 1, ça ne marche pas, donc ok, on change. On dit, ok, alors, étant donné un nombre fini de points, au moins 2 points, du plan, il existe une ligne passant par exactement 2 de ces points. Ah. Alors, est-ce que ça, à votre avis, est-ce que ça a une chance d'être vrai ? Pas qu'ils soient superposés. Alors, presque. Donc là, si on prend 2 points comme ça, ça marche. Voilà. Alors, donc en fait, si on en prend 3 qui sont alignés, ça ne marche pas. OK ? On prend les 3 qui sont alignés, ça ne marche pas. Donc ça ne marche pas non plus. Alors voici la version suivante. Étant donné un nombre fini de points du plan qui ne sont pas alignés, il existe une ligne passant par exactement 2 de ces points. Est-ce que ça, vous pensez que ça a une chance d'être vrai ? Donc essayons un petit peu. Donc, mettons donc un autre point qui n'est pas aligné. Là, ça marche, effectivement. Vous voyez que les lignes qui sont en rouge sont des lignes qui passent par exactement 2 points. Donc là, ça marche, il y en a. Alors maintenant, on va essayer de bloquer ces lignes-là avec d'autres points. Là, on voit que du coup, toutes ces lignes deviennent grises. Ça ne marche plus. On voit de plus que ces lignes-là sont aussi bloquées parce qu'elles contiennent chacune 3 points. Mais cette ligne-là contient bien exactement 2 points, donc ça marche. Donc en tout cas, sur cet exemple-là, ça joue. Okay. Et effectivement, c'est bien ça, c'était la forme du problème de Sylvester. Donc vous voyez la question telle qu'il l'a posée dans la revue de l'époque, c'était en 1893.
Donc, est-ce que tout le monde est-ce que tout le monde comprend l'énoncé? Donc, étant donné un nombre fini de points du plan qui ne sont pas alignés, on prétend qu'il existe toujours au moins une droite qui passe par exactement 2 des points, pas plus que 2. Et alors donc, comme je le disais avant, de manière assez, je sais pas, étonnante peut-être, ce problème est resté ouvert pendant 50 ans. Donc, il a fallu 50 ans pour le résoudre. Et donc maintenant, ça s'appelait le problème de Sylvester à l'époque. Maintenant, ça s'appelle le théorème de Sylvester-Galaï parce que ce jeune homme, Tibor Galaï, a démontré, c'était un mathématicien hongrois, il a démontré ce théorème en 1944, donc vous voyez à peu près 50 ans après son énoncé. Et la preuve, là je vous montre Galaï parce que c'est le nom du théorème. Le théorème s'appelle théorème de Sylvester-Galaï parce que voilà, le problème a été posé par Sylvester, la première démonstration que les gens ont commencé à se partager était due à Galaï, et du coup on appelle ça le théorème de Sylvester-Galaï. Mais je ne vais pas vous montrer la preuve de Galaï, je vais vous montrer une preuve qui est un petit peu différente, parce que je trouve que justement c'est une preuve qui est absolument incroyable. Donc, encore une fois, voici l'énoncé du problème. Étant donné un nombre fini de points du plan qui ne sont pas alignés, il existe une ligne passant par exactement 2 de ces points. Voici ce qu'on aimerait démontrer. D'accord ? Donc voilà, c'est peut-être un petit exemple encore pour illustrer. Et avant de commencer la preuve, je veux juste, comme c'est un petit peu fatigant d'écrire et de dire tout le temps passant par exactement 2 de ces points, on va juste introduire une terminologie. On va dire une ligne passant par exactement 2 des points donnés, on va l'appeler une ligne ordinaire. D'accord ? Simplement pour ne pas avoir à dire tout le temps passant par exactement 2 des points donnés, on va dire ligne ordinaire. Et donc du coup, le problème qu'on veut démontrer, c'est étant donné un nombre fini de points du plan qui ne sont pas alignés, il existe une ligne ordinaire. D'accord ? Donc, voilà le problème, voilà ce qu'on veut montrer. Étant donné un nombre fini de points du plan qui ne sont pas alignés, il existe une ligne ordinaire, au moins une, c'est-à-dire une ligne qui passe par exactement 2 des points, et pas plus. Alors, il s'avère que la preuve que je vais vous exposer, elle est due à un mathématicien américain qui s'appelait Leroy Kelly, et elle date de 1948, donc un tout petit peu après celle de Galaï. Je n'ai pas trouvé malheureusement de photo de Kelly, il s'avère qu'essentiellement il est connu que pour ça, et puis voilà, vous voyez, en 1948, il n'avait pas de compte Facebook, quoi. On ne pouvait pas trouver simplement sa photo partout, donc il ne semble pas y exister de photo de lui. Et alors donc, cette preuve de Kelly, elle est tellement belle que... Bon, il y a une histoire que j'aime bien, c'est qu'il y a un mathématicien qui s'appelle Erdős, un mathématicien très connu, hongrois, qui disait tout le temps que Dieu a un livre, un grand livre, dans lequel il y a toutes les plus belles preuves qui existent. D'accord ? Et il disait, vous n'avez pas besoin de croire en Dieu pour croire en l'existence du livre. Et quand il y avait une preuve qu'il trouvait vraiment belle, il disait « This one is from the book ». Ça, c'en est vraiment une qui est lui. Et il s'avère que cette preuve... Alors, et ensuite, d'autres mathématiciens ont pris au mot Erdős et ont commencé à rédiger un livre où il y a toutes les plus belles preuves des maths. Et celle-là est en bonne place dans ce livre. Elle est vraiment là-dedans. Et voilà. Il existe une ligne, il existe qu'une seule ligne, il existe au moins une ligne. Alors, il existe au moins une ligne, et on va venir... Voilà, donc on va venir à la question après de combien il en existe. Ouais. Mais ce qu'on veut montrer, c'est qu'il en existe au moins une. D'accord ? On verra qu'en fait, on peut faire beaucoup mieux. Mais pour l'instant, on va juste essayer de montrer qu'il en existe une. D'accord ? Au moins une. Alors, on commence la preuve. OK ? Et on va essayer d'y aller tranquillement ensemble. Et j'espère que qu'un maximum d'entre vous vont en éprouver quelque chose. On verra quoi. Donc, on fixe un ensemble de points non alignés dans le plan. Okay. Pour
la preuve que maintenant je vais vous expliquer, on va simplement prendre comme exemple ces 4 points-là. D'accord ? Mais bien sûr, la preuve marche tout le temps, mais juste pour illustrer cette preuve, on va prendre cet exemple-là. D'accord ? Et alors maintenant, c'est une idée absolument géniale de Kelly. Il dit la chose suivante. Considérons toutes les configurations possibles constituées de 2 choses. On a les points qui sont fixés. Sur ces points, on regarde 2 choses. D'abord, une ligne qui passe par au moins 2 des points. Elle peut passer par plus, mais au moins 2 des points. Et un point qui n'est pas sur cette ligne. Ça, c'est ce qu'on va appeler une configuration. D'accord ? Donc, on a ces points qui sont donnés, qui ne bougent pas. Et puis, à partir de ces points, on dit, OK, une configuration, c'est donné par une ligne contenant au moins 2 des points et un point, un des points donnés, mais qui n'est pas sur la ligne qu'on a fixée. D'accord ? Alors, dans notre exemple, je vais vous montrer toutes les configurations qui existent. Donc, voici une des configurations. Voici une autre. Voici une troisième. Vous voyez que la deuxième et la troisième sont des configurations différentes parce que même si elles ont la même ligne, elles n'ont pas le même point en dehors de la ligne. Voici une quatrième. Même phénomène ici. On a la même ligne, mais on a choisi un point différent. Voici une sixième. Voici la septième. Donc sur cet exemple-là, il s'avère qu'il y a exactement 7 configurations. D'accord ? Encore une fois, les configurations, c'est choix d'une ligne qui passe par au moins 2 des points et un point qui n'est pas sur la ligne en question. Donc sur cet exemple, il y en a 7, mais en général, si on prend un ensemble de points quelconque, mais qui est fini et non aligné, combien il y a de ces configurations ? On ne sait pas vraiment, mais ce qu'on sait pour sûr, c'est 2 choses. D'abord, il y a un nombre fini de ces configurations. Vous êtes d'accord, on a un nombre fini de points, on ne va pas pouvoir inventer un nombre infini de configurations comme ça. D'accord ? Ça, c'est clair. Et ensuite, on sait qu'il y en a au moins une. Vous voyez pourquoi ? Parce que les points ne sont pas alignés. D'accord ? Si les points étaient alignés, ça ne marcherait pas. D'accord ? Mais comme les points ne sont pas alignés, on arrive toujours à trouver au moins une droite et un point qui n'est pas sur cette droite. D'accord ? Donc, on a notre ensemble de points finis, pas tous alignés. On regarde toutes les configurations comme ça. Il y en a un certain nombre, on ne sait pas combien, mais on sait que c'est un nombre fini et qu'il y en a au moins une. Et maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on prend, pour chaque configuration, on va mesurer la distance entre le point P et la ligne L. Alors voilà, pour chaque configuration, on a une certaine distance, on ne sait pas ce que c'est, mais on regarde. C'est un certain nombre positif. Okay. Et alors maintenant, comme il y a un nombre fini de ces configurations, eh bien, il s'avère qu'il y aura une configuration qui aura une distance minimale. OK ? Parmi toutes ces configurations, il en existe une où la distance sera minimale. On est d'accord ? Donc, typiquement, ici, est-ce que vous voyez laquelle aurait sans doute la distance minimale ? Sans doute celle en bas à gauche, là. Voilà. J'aurais utilisé ce truc une fois. Donc voilà. Alors, de nouveau, là, c'est simplement un exemple qu'on a, mais vous êtes bien d'accord avec moi que si on prend n'importe quelle famille finie de points non alignés, comme il y a un nombre fini de configurations, mais qu'il en existe au moins une, il y en aura une qui aura une distance minimale. D'accord ? Ok, on la prend. On prend celle-là. Elle existe. On la prend. Et puis, on lui donne un nom. On va l'appeler L0, P0. D'accord ? On va appeler L0 la ligne correspondante et P0 le point correspondant. Okay. Et maintenant, ce qu'on affirme, et on arrive à la fin de la preuve déjà, c'est que cette ligne L0, qui a été choisie, qui a été déterminée de cette manière-là, il s'avère que c'est une ligne ordinaire. Ça veut dire, on prétend que cette ligne-là, elle contient exactement 2 points et pas plus. Et vous êtes d'accord avec moi que si on démontre cette affirmation, alors on aura démontré le théorème, on aura montré le problème de Sylvester, d'accord ?
Parce qu'on avait envie de montrer qu'il en existait au moins une, et bien là on la montre. On dit voilà, on prend toutes les configurations, on prend une qui minimise la distance, on regarde la ligne de cette configuration, et voilà, celle-là, elle est ordinaire, elle ne peut pas contenir 3 points. Donc on affirme que la ligne L0 est une ligne ordinaire. Et la façon dont on va démontrer ça, on va faire comme avec l'histoire des musulmans qui doublent tous les 10 ans, là, c'est qu'on fait une preuve, ce qu'on appelle une preuve par l'absurde. Donc déjà, au tout début de l'exposé, avec cette fake news là, comment est-ce qu'on avait montré que ça ne marchait pas? On avait fait une preuve par l'absurde. On avait dit, supposons que ça soit vrai, et on était arrivé à une conclusion absurde. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire, c'est le même type de preuve, on va dire, ok, on veut montrer que cette ligne est une ligne ordinaire, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va supposer par l'absurde que ce n'est pas une ligne ordinaire. Et on va arriver à une contradiction, on va arriver à une conclusion absurde. Donc là, on dit, donc on veut montrer que la ligne L0 est une ligne ordinaire, et ce qu'on dit, c'est, ok, supposons que ce n'est pas le cas. Supposons que L0 n'est pas une ligne ordinaire. Alors dans ce cas-là, L0 contiendrait au moins 3 des points donnés, d'accord? Vu qu'une ligne ordinaire, elle est définie comme contenant exactement 2 points. Donc si c'était une ligne qui n'était pas ordinaire, elle contiendrait un 3e point. Oh voilà, ok, voilà un 3e point. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On a envie de trouver une contradiction. Alors on dit la chose suivante, ok, alors on regarde ce dessin, L0, P0, la distance des zéros, qui je vous le rappelle est une distance minimale parmi toutes les configurations possibles, et on dit bon, bah alors maintenant je regarde la droite L, la ligne L qui est ici, et je regarde le point P qui est là en bas. Qu'est-ce qu'on a là? On a une nouvelle configuration avec une distance D ici qui est strictement plus petite que la distance des zéros. Et ça, c'est pas possible parce qu'on avait justement choisi la configuration L0, P0 de telle manière qu'elle minimisait la distance D0 parmi toutes les configurations possibles. Donc du coup, on est arrivé à une contradiction. Et du coup, L0 est forcément une ligne ordinaire, et ça démontre le théorème. Je vais vous réexpliquer le dernier pas. La configuration L0, P0 a été choisie de telle manière que la distance entre le point P0 et la droite L0 est minimale parmi toutes les configurations possibles qu'on peut avoir. On prétend que la ligne L0 est une ligne ordinaire, c'est-à-dire qu'elle contient exactement 2 points et pas plus. Et on dit, si ce n'était pas le cas, elle contiendrait un 3e point, au moins. Elle peut contenir plus, elle contient en tout cas au moins 3 points. Et là, on arrive à la contradiction en disant, ok, alors, si elle contient un 3e point, on a le dessin ici, et là, avec ce dessin, on trace une nouvelle ligne L, ici en rouge, on considère le nouveau point P ici, et on se retrouve avec une nouvelle configuration LP, qui a une distance D qui est strictement plus petite que la distance D0, mais ça, c'est pas possible, parce qu'on avait choisi L0, P0, de telle manière que D0 était minimal parmi toutes les configurations possibles. Alors, je ne sais pas combien d'entre vous ont compris la preuve. On ne va pas faire de test. Encore une fois, j'espère que ça va en tout cas percoler un peu et que peut-être ce soir sous la douche vous aurez le aha ergebnis, là où d'un seul coup c'est l'illumination. Moi, je trouve cette preuve absolument incroyable. Ok. Alors, du coup, donc ça démontre le théorème. Le théorème de Sylvester-Gallai, encore une fois, un problème qui a été posé. Moi, ce que je trouve aussi tout à fait remarquable, c'est que c'est un problème qui a été resté ouvert pendant 50 ans et vous avez une preuve qui peut en gros être expliquée dans ce genre de contexte.
ce qui est complètement incroyable. C'est magnifique. Mais alors du coup, la question suivante qui avait été un peu posée précédemment par l'un de vous, c'est mais en fait combien il y a de lignes ordinaires? D'accord? Donc là maintenant on a démontré qu'il y en a toujours au moins une, okay, mais on peut se poser la question, mais en fait est-ce qu'il y en a plus? Est-ce qu'en fait en général, est-ce qu'il y en a toujours au moins un certain nombre? C'est une question assez naturelle. Donc on peut essayer d'observer un petit peu. Donc ça voilà, on peut essayer. Alors avec 3 points, à tous les coups, 3 points dans la lignée donnent 3 lignes ordinaires. Vous voyez, ça c'est assez évident. Si on prend 4 points non alignés, on peut se convaincre assez facilement qu'on aura toujours au moins 3 lignes ordinaires. Puis on peut essayer de continuer et de faire un peu des exemples. Et on voit que pour n égale à 3, 4, 5, 6 ou 7, il semble y avoir toujours au moins 3 lignes ordinaires. Toujours au moins 3. Et du coup, ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'on se dit, on fait ce qu'on appelle en maths une conjecture. Donc on dit, bon, d'après les observations qu'on a faites ici, d'après en tout cas les premiers tests qu'on a faits, ça semble assez vraisemblable qu'il existe en fait chaque fois au moins 3 lignes ordinaires pour n'importe quel nombre n de points non alignés du plan. Okay. Et ça en fait c'est un théorème, ça a aussi été démontré et de manière peut-être un petit peu étonnante, c'était démontré avant le précédent, mais quand on sait que Galay était hongrois et Melchior allemand, on se dit que dans les années 40, peut-être qu'ils avaient d'autres choses à faire que de communiquer leurs preuves respectives. En tout cas, voilà, il s'avère qu'il existe une très belle preuve du résultat un peu plus fort que voici. En fait, si on prend n points non alignés du plan, il existe toujours au moins 3 lignes ordinaires. Ça, c'est démontré, et ce n'est pas très difficile. Et voici une nouvelle conjecture. Il existe au moins n sur 2 lignes ordinaires pour tout n différent de 7 et 13. Et alors, vous voyez, par exemple, pour n égale à 7, on a trouvé ici une configuration en haut à droite, qui, là où il y a moins de n sur 2, c'est-à-dire 3 lignes ordinaires. Il y a une autre configuration avec 13 points pour lequel il y a seulement 6 lignes ordinaires, et la conjecture, c'est que c'est les seules exceptions, et que sinon, il y a toujours au moins n sur 2 lignes ordinaires pour tout n. Et ça, il s'avère que c'est une conjecture qui est encore ouverte aujourd'hui. On ne sait pas la réponse. Si ce n'est que deux géants contemporains des mathématiques, Ben Green et Terry Tao, ont démontré cette conjecture pour n suffisamment grand. Alors, suffisamment grand, c'est... Disons, ils n'ont pas de borne explicite, mais on sait qu'il existe une certaine borne, telle que pour tout n plus grand que cette borne, ce résultat est vrai. On sait que c'est vrai. Mais la conjecture complète, elle est encore ouverte. Donc vous voyez qu'on est parti avec un problème tout à fait élémentaire, dont la preuve est aussi assez élémentaire, mais en quelques lignes, on peut arriver tout de suite à des choses qui sont en fait complètement ouvertes. Okay. En fait, c'est un paradoxe. C'est un paradoxe, en fait, d'énoncer. Pourquoi? Parce que vous dites non aligné, virgule, et ensuite aligné. C'est typiquement un paradoxe. Non, je ne pense pas que c'est un paradoxe. Non, je pense que c'est... Alors, vos points sont non alignés. Donc les points qu'on fixe ne sont pas alignés. D'accord? Alors, voilà, donc ils ne sont pas tous sur une ligne. D'accord? Non, donc les points qu'on se fixe au départ ne sont pas tous sur une seule ligne. Ils ne sont pas tous... Alors, il n'existe pas de ligne... Il n'existe pas de ligne qui contient tous les points. Il n'existe pas de ligne qui contient tous les points. Donc, je vois que vous avez là la aha, Ergebnis, je suis très content. Donc, alors là, vous voyez par exemple,
dans l'exemple n égale à 3, je vous montre en ce moment les points non alignés, ils sont là. Les 3 points ne sont pas alignés, d'accord? Parce qu'il n'existe pas de ligne qui contient les 3 points. Je crois que le problème, pour vous, c'est juste la définition de être aligné. Donc quand on parle de points alignés, là, c'est de dire ils sont tous sur une ligne, d'accord? Et là, vous êtes d'accord avec moi? Voilà. Vous êtes d'accord avec moi que ces 3 points, il n'existe pas de ligne qui contient ces 3 points. Donc je vous garantis qu'il n'y a pas de paradoxe là-dedans, mais peut-être il y a, disons, une difficulté dans la définition de être aligné. Mais donc, être aligné, effectivement, ça veut dire être tous sur une seule droite. Ok, donc ça, c'est la fin de l'expérience. Et maintenant, pendant le temps qui reste, on va essayer de tirer quelques leçons de cette expérience. D'accord? Donc encore une fois, cette expérience, je ne sais pas, je pense que pour vous, votre ressenti dépend de vous. Donc dans le public, il y a des gens qui ont étudié ça. J'en connais en tout cas une qui l'a exposé à un séminaire le semestre passé. Donc il y a des gens qui comprennent ça très très bien. Pour d'autres personnes, bien sûr, enfin, voilà, si la définition de être aligné n'était pas claire, évidemment, c'est plus difficile. Donc voilà, vous avez tous des ressentis différents. Et j'espère que, indépendamment de votre ressenti pendant cette expérience, vous allez tous bénéficier des leçons que je souhaite en tirer. Donc, première leçon, chaque problème résolu en maths donne naissance à de nouvelles questions. Donc, vous savez, parmi le top 3 des questions que les mathématiciens détestent se voir poser, il y a, quand on dit on fait des maths, c'est la réaction « Ah bon, tout n'a pas été démontré en maths ?» Donc, une démonstration. Donc ça, c'est une... avec « Ah, tu dois être super fort en calcul ». Ça, c'est horrible. Donc, parce que c'est complètement faux, à part... Bon, évidemment qu'il y a des mathématiciens qui sont très forts en calcul, mais ce n'est pas du tout mon cas. La plupart des mathématiciens que je connais ne sont pas plus forts qu'un autre en calcul. Mais voilà, ça, c'est une idée préconçue qu'on a souvent sur les mathématiques. C'est non mais attends, maintenant avec les ordinateurs quand même, quoi, il y a encore des trucs à démontrer avec l'intelligence artificielle, avec les AI, ça va, tout va être démontré. Bon, donc non, bien sûr que non, tout n'a pas été démontré dans la mathématique et ce ne sera jamais le cas pour la raison très simple que chaque fois que vous avez un problème ouvert et que vous le résolvez, vous avez un nouveau truc derrière qui apparaît. D'accord? C'est systématique, à peu près. Et donc là, je l'ai illustré avec cette conjecture qui a été partiellement résolue par Tao et Green, qui est, voilà, lorsqu'on arrive à démontrer qu'il existe au moins une ligne ordinaire, tout de suite après, on peut se poser la question combien il y en a, et très vite, on peut avoir une conjecture à ce sujet, et en fait, on n'arrive pas à la démontrer. D'accord? Et très vraisemblablement, un jour, cette conjecture sera démontrée, mais elle va ouvrir sur d'autres choses, et ça va continuer comme ça. D'accord? C'est comme ça que la recherche en maths progresse. La deuxième leçon, sur laquelle je ne vais pas trop insister, mais si on tape sur Google Scholar Sylvester Gallai Applications, il y a 687 résultats. Alors je ne prétends pas que ça veut dire qu'il y a 687 applications utiles et intéressantes de Sylvester Gallai, sûrement pas. Mais il s'avère que ce genre de théorème a été appliqué à de l'informatique, le papier en gauche, à de la cryptographie, le papier en bas à droite. Et là, en l'occurrence, voilà, moi je n'y connais strictement rien, bien sûr, à ces domaines, mais il s'avère qu'un des auteurs du papier en cryptographie est un très grand monsieur des mathématiques. Donc ça, c'est clairement une application qui est intéressante. Donc voici la deuxième leçon. Les mathématiques mènent à des applications technologiques, que cela soit le but premier, ce qu'on appelle les mathématiques appliquées, ou non, ce qu'on appelle des mathématiques pures, avec tous les guillemets d'usage pour ces terminologies un peu bizarres de maths pures et maths appliquées. Ça, c'est la deuxième leçon. La troisième leçon, qui est peut-être la leçon... disons, c'est une leçon qui
qui m'aurait servi en tant qu'étudiant en maths jusqu'à facilement la 4e année. D'accord ? Moi, je pensais, quand j'étudiais les maths, jusqu'à assez loin, je pensais que les mathématiques n'étaient pas une science expérimentale. D'accord ? Et en fait, les mathématiques sont une science expérimentale. Pourquoi ? Parce qu'un énoncé mathématique évolue toujours avant de devenir un théorème. Donc évidemment, ce qu'on voit, c'est la forme finale du théorème. C'est ce qui est publié, c'est ce dont on parle. Mais dans les faits, les choses ont évolué dans le temps avant de se fixer, de se figer en un théorème. Donc, typiquement, la façon dont un énoncé mathématique évolue, c'est comme ça. D'abord, on part avec un énoncé un énoncé qu'on suppose vrai. Donc, ensuite, en fait, il s'avère qu'il est faux. Ensuite, on le corrige. Il est corrigé, mais il est encore faux. C'est ce que j'ai illustré de manière un petit peu grossière avec le problème Sylvester. Je ne vous ai pas donné directement le bon problème. On a essayé un petit peu ensemble de voir. Bon, il est encore faux, et alors on le corrige de nouveau, et après on le teste sur plein d'exemples. Alors peut-être qu'on va dire que c'est une conjecture. Et puis après, si on ne s'est pas trompé, et si tout se passe bien, ça devient un théorème. Donc, voilà, moi, en tant qu'étudiant, le problème, c'est que même en tant qu'étudiant en maths, on se retrouve à être nourri de théorèmes parfaits tout le temps. Et c'est normal, je veux dire, je ne remets pas en cause la façon dont on enseigne les maths, mais on a tendance à oublier quand même que les mathématiques ne tombent pas comme ça du ciel, même si leur forme à la fin semble souvent tellement parfaite qu'on se dit « oh, c'est tombé droit du ciel ». Pas du tout, c'est quelque chose qui a été façonné très laborieusement par des êtres humains qui ont essayé et qui se sont trompés systématiquement. D'accord ? C'est comme ça que ça se passe. Exactement comme les sciences expérimentales, sauf que l'expérience ne se fait pas avec des éprouvettes comme ça se fait essentiellement dans la tête des chercheurs. Et l'évolution de l'énoncé mathématique que j'ai illustré ici, c'est ce qui se passe en permanence dans la tête d'un chercheur. D'accord ? Un chercheur en maths passe son temps à essayer, faire des hypothèses, les tester, et puis à voir que ça ne marche pas, en gros. On passe notre temps à ça. Alors, pour appuyer, ça fait un petit moment qu'on n'a pas eu de citation de géant des maths. Alors, pour appuyer cette leçon, je vais vous donner une citation qui est due à Alexandre Grothendieck, qui est peut-être un géant parmi les géants, certainement c'est un mathématicien un peu légendaire de la fin du XXe siècle, et qui dit la chose suivante, craindre l'erreur et craindre la vérité est une seule et même chose. Celui qui craint de se tromper est impuissant à découvrir. Alors, je trouve que c'est une phrase absolument incroyable, magnifique, qui devrait sûrement être inscrite à l'entrée des écoles. Donc ça c'est un phénomène extrêmement intéressant, je trouve, et intriguant, qui est que pour l'essentiel des activités humaines, on comprend très bien qu'il faut essayer et se tromper. D'accord ? Donc si vous avez un gamin, disons un bébé, qui essaie d'apprendre à marcher, et qu'il est devant vous et puis qu'il tombe, quel parent va lui dire « mais tu n'arriveras jamais à marcher » ou « de toute façon, les filles, ça ne sait pas marcher » ou d'accord. Et pourtant, c'est ce qui semble se passer en maths. D'accord. Donc, pour apprendre à faire des maths, ça s'apprend comme n'importe quelle activité humaine. Ça prend du temps et on se trompe et on se plante. C'est systématiquement comme ça pour les maths comme pour le reste. C'est aussi quelque chose qu'on se figure très facilement pour la musique, par exemple. On sait bien ou pour le sport, d'accord, pour le tennis. Tout le monde sait que même Roger Federer, quand il a pris la première fois une raquette dans sa main, sans doute qu'il l'a prise de la main gauche, et puis ses premiers 3 coups droits, ils ont été dans le filet, c'est une évidence, d'accord. Ce que les gens savent moins, c'est que Federer est le joueur de tennis qui a perdu le plus de points dans sa carrière. Mais par contre, Roger Federer est aussi le joueur qui n'a jamais abandonné un seul match de sa carrière pro. Donc ça, je trouve que c'est un exemple assez intéressant à suivre, qui est, en fait, il a perdu énormément de points dans sa carrière. Et il a perdu à peu près 46% des points qu'il a joués. D'accord, c'est énorme. Mais il a continué. Il n'a jamais abandonné dans un match,
Et puis, voilà, il s'avère que c'est aussi lui qui en a gagné le plus de points dans sa carrière. Mais ça, c'est amusant, parce que pour ce genre d'exemple, un exemple comme un tennisman, on se dit, ouais, ok, ouais, bien sûr. Mais pour les maths, c'est différent. On a tendance à se dire, non, mais pour les maths, c'est différent. Les maths, c'est dur, ça paraît direct comme ça, et puis on ne peut pas faire d'erreur. Et je me pose la question, et je me pose vraiment la question, je ne sais pas quelle est la réponse, pourquoi est-ce qu'on a cette vision-là, de penser que autant pour n'importe quelle activité humaine qu'on apprend, ça prend énormément de temps, et on va mettre beaucoup de temps à apprendre, on va faire énormément d'erreurs. Et pourquoi est-ce qu'en maths, on a tendance à craindre l'erreur autant? Alors, donc là, j'émets des hypothèses, je ne sais pas pourquoi. J'ai l'impression que, enfin, une des raisons possibles, je vois deux raisons possibles. Une première raison possible, c'est que les maths sont beaucoup utilisées pour tester les gens, d'accord, pour classer les étudiants, par exemple. Donc, même pour une filière non scientifique, les maths vont souvent être utilisées. Donc, du coup, on peut avoir une sorte de crainte dans les mathématiques. Une autre raison, peut-être, c'est... peut-être qu'une autre raison, c'est le fait que si on est en train d'apprendre à jouer au tennis et qu'on met un troisième coup droit dans le filet, on n'est pas en train de se dire « Ah, mais en fait, je suis débile ». Alors qu'en maths, on peut avoir ce genre de pensée. Quand ça ne se passe pas comme on veut, on peut beaucoup se remettre en cause, peut-être, quand on est en train de faire des maths, peut-être plus qu'en faisant en apprenant un instrument ou un sport. Et j'ai tendance à penser qu'une troisième raison serait peut-être le fait que les mathématiques, dans leur forme finale, paraissent si parfaites. Donc on voit une théorie axiomatisée, parfaite, formelle, comme ça, et du coup, on peut avoir cette idée que, mais du coup, les maths, c'est ça, c'est comme ça, c'est parfait dès le début, et du coup, si moi, quand je fais des maths, je me trompe, je me plante, du coup, il y a un problème, d'accord, alors que ce n'est pas le cas, d'accord. Les plus grands mathématiciens sont bien évidemment ceux qui se sont trompés toute leur carrière. D'accord. Ok, ça c'était la leçon 3. La leçon 4, alors ce que j'ai fait, c'est que pour illustrer la leçon 4, j'ai pris la preuve de Kelly du théorème de Sylvester-Gallai et je l'ai écrite, je l'ai formalisée complètement. Donc vous voyez qu'elle tient en 10 lignes à peu près. Et donc dans cette preuve formalisée, il y a toute l'information que j'avais donnée avant avec toutes les slides. Donc ça, c'est la preuve complète et parfaitement formalisée. Et voilà la leçon à tirer. Le formalisme n'est pas le cœur des mathématiques. C'est une autre idée qui, à mon avis, est fausse, de penser que le formalisme est le cœur des mathématiques. Le formalisme, il est extrêmement important, il est même crucial pour un certain nombre de choses. D'abord, il est crucial pour la rigueur et la concision des démonstrations. Donc, vous êtes d'accord avec moi que la démonstration que j'ai montrée avant, celle-ci, elle est extrêmement concise. C'est une preuve qui tient vraiment littéralement en 10 lignes. Et donc, il y a bien évidemment un avantage clair par rapport aux multiples slides avec beaucoup de brassage d'air et d'agitation des bras que j'ai donné avant. Donc, c'est crucial. C'est important pour la rigueur et la concision des démonstrations. Donc peut-être je reviens sur le mot rigueur aussi, ça bien sûr que c'est important la rigueur, parce que la rigueur mathématique permet justement, dans ce processus d'essai et d'erreur, permet de tester nos essais, d'accord. Donc ou de valider des hypothèses qu'on fait, d'accord. Donc bien sûr que c'est très important d'avoir ce formalisme pour la rigueur. Le formalisme est aussi crucial pour la communication écrite entre mathématiciens. Donc, si vous avez deux mathématiciens qui sont dans la même pièce et qui veulent s'expliquer une preuve, ils ne vont jamais expliquer la preuve de la manière formelle qui était écrite là. D'accord ? Ils vont expliquer en faisant beaucoup de poussière de craie, comme ça, un tableau, etc. C'est comme ça que ça va se passer. Mais bien sûr, le problème, c'est que les mathématiciens ne se retrouvent pas toujours dans la même pièce avec un tableau. Si un mathématicien veut communiquer sa preuve à des mathématiciens qui sont à l'autre bout du monde, bien sûr, il va rédiger
sa preuve de manière formelle et concise sous la forme d'un article, dans un article, et ensuite cet article va être lu par les autres, et donc bien sûr c'est extrêmement important. Mais j'ai envie d'expliquer que même si le formalisme mathématique est très important et même crucial dans ce sens-là, ce n'est pas le cœur des mathématiques. Et pour essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que le cœur des mathématiques, je veux citer de nouveau Bill Thurston, le géant américain, qui nous dit le produit ou le cœur des mathématiques, c'est la clarté et la compréhension. Le produit final des mathématiques, c'est la clarté et la compréhension. Et pour continuer sur la même veine de cette leçon, je veux citer, alors c'est une citation un peu apocryphe, ce n'est pas exactement ce qu'il a dit, mais il y a un historien, un philosophe des sciences qui s'appelle Imre Lakatos, qui a vécu au XXe siècle et qui a beaucoup écrit sur l'histoire et la philosophie des mathématiques. Et dans un de ses livres qui s'appelle « Preuve et réfutation », il argumente par rapport justement, il argumente vis-à-vis d'autres philosophes qui ont des vues plus formalistes, etc. Et il fait une très longue discussion que je ne vais pas vous citer in extenso, mais je vais vous la résumer de la façon suivante. Donc, encore une fois, on n'a pas mis de guillemets, d'accord, ce n'est pas une citation exacte, mais voici la citation de Lakatos. « Ramener les mathématiques à l'étude des théories formelles, c'est ramener la zoologie à l'étude des animaux morts. » J'avoue que j'aime beaucoup ces citations qui, je trouve, se passent de commentaires avec ce que je vous ai expliqué jusqu'à présent. Leçon numéro 5. La joie est dans la clarté et la compréhension. Pour reprendre les termes de Thurston, je vais citer deux mathématiciens contemporains. Le premier, qui s'appelle David Bessis, qui a écrit un livre qui porte le titre de Mathematica, que je vous conseille, le cas échéant, qui dit « Quelque chose qui jusqu'alors était impensable devient soudain une évidence. Voilà exactement le type d'effet que les maths produisent sur votre cerveau. C'est une sensation merveilleuse, un plaisir très fort. » Et je veux citer encore un autre mathématicien très connu, Andrew Wiles. Donc c'est un mathématicien britannique qui a passé à la postérité pour sa démonstration du grand théorème de Fermat en fin des années 90. Et il décrit comme ça le processus de la recherche en maths. Alors c'est évidemment traduit de l'anglais et c'était un interview qu'il donnait, donc c'est pas voilà. Mais il dit la chose suivante. On entre dans une salle et il fait noir, complètement noir, on tâtonne, on se cogne au meuble. Progressivement, vous apprenez où est chaque meuble et après peut-être 6 mois, vous trouvez un interrupteur, vous appuyez dessus et soudain tout est illuminé. Vous pouvez voir exactement où vous étiez. Ça, c'est sa description de la recherche en maths. Alors là, vous voyez, je pense quelque chose qui vous fait un peu réagir, c'est les 6 mois. Donc là, vous voyez le temps long de la recherche en maths. Donc la recherche en maths se fait... le métier de chercheur, on est des chercheurs, on n'est pas des trouveurs. Donc il s'avère qu'on trouve parfois, mais la plupart du temps, on est en train de chercher. Donc Andrew Wiles explique ça comme ça. Et lui, ça lui prend... Voilà, il peut tâtonner pendant 6 mois. Et... donc, vous voyez, peut-être je vais citer encore un autre... Quand j'étais étudiant, j'ai lu un journal sur les... on avait demandé à un professeur à l'université à Lausanne, on lui avait demandé quelles sont les qualités indispensables les qualités fondamentales pour être un chercheur en maths. Et alors, moi, je pensais que qu'il allait dire il faut être extrêmement intelligent, etc. Et il a dit non, il faut avoir une très grande résistance à la frustration. Et ça m'a beaucoup surpris à ce moment-là, mais maintenant je comprends, j'ai compris depuis. Et là, je pense que ça explique assez bien pourquoi. Et en fait, la suite de la citation de Andrew Wiles, c'est « Et ensuite, vous pénétrez dans la prochaine chambre noire. » Donc, évidemment, c'est un processus qui continue comme ça. Okay, et c'est la dernière slide. La joie est aussi esthétique. C'est une slide un petit peu plus bon.
La résolution d'un problème mathématique nécessite souvent un élément d'intuition, d'association, de pensée latérale. Donc en fait, quand on veut essayer de démontrer un problème mathématique, souvent il faut peut-être faire un pas de côté, essayer de voir les choses de manière différente, etc. Et en fait, quand du coup on comprend les choses, qu'on a réussi à faire un lien qui n'existait pas auparavant, il y a une joie qui en découle et qui peut-être rappelle un peu celle qu'on éprouve devant une analogie ou une métaphore. Vous voyez, quand vous lisez un poème, par exemple, vous trouvez deux mots qui sont mis côte à côte de manière pas complètement évidente. Vous n'avez jamais vu ça avant, et ça provoque une certaine émotion. Et donc en maths, il peut y avoir aussi ce genre d'émotion. Donc c'est de cette manière-là que les mathématiciens vont souvent parler d'une belle preuve ou d'une émotion ressentie dans une preuve. C'est ce genre d'émotion-là qui, en fait, je pense, est un peu analogue à ce genre d'émotion qu'on peut avoir devant un poème, par exemple. Et je termine avec une dernière citation qui est due à Michael Launay, qui est un mathématicien, un jeune mathématicien, et qui dit la chose suivante: l'artiste recherche la beauté et parfois y trouve par hasard la vérité. Le mathématicien, de son côté, semble oublier par moments qu'il existe une différence entre les deux. Il cherche simultanément l'une et l'autre, trouve indifféremment l'une et l'autre. Voilà. Merci pour votre attention. J'ai parlé longtemps. Merci beaucoup. Alors, on a un petit peu dépassé le temps de la conférence, mais on va quand même prendre un petit moment pour échanger et prendre les questions du public qui ont été posées en ligne. On vous invite, si vous en avez encore, que vous n'avez pas pu les poser, à les mettre maintenant sur Slido. Et puis, moi, je vais m'asseoir avec David et je vais retransmettre vos questions. Si vous ne voulez pas le faire en ligne, parce que ce n'est pas pratique pour vous, vous pouvez aussi lever la main et on pourra vous apporter un micro dans la salle. On s'arrêtera de toute façon au plus tard à 20h pour ensuite vous permettre de prendre l'apéro avec nous dans la salle derrière. À ce moment-là. Ouais, mais là, j'ai pas du tout que Tu ne voyais pas. Non, je ne voyais absolument pas. Il y a des questions qui nous ont été posées très tôt pendant la conférence. Avant de les attaquer, j'aimerais en poser une à David maintenant, la dernière. Quelle sera la première question de votre examen d'algèbre 2 demain ? On espère que vous avez bien écouté. La conférence sera en ligne après. Il ne donne pas ses slides. Mais si vous pouvez redonner textuellement tout ce qui a été dit ce soir, peut-être que vous avez une chance. Alors, une des premières questions qui nous a été posée, c'était par rapport à ce que vous disiez sur l'art et les vecteurs. Il y avait une question qui était: est-ce qu'il y a une différence pour les mathématiques ? Il faut de la compréhension, alors que pour les autres exemples, la musique, l'art, il faut simplement accepter des émotions. Est-ce que pour toi, il y a quelque chose de similaire dans les mathématiques, finalement, ou il y a quand même une grande différence de ce point de vue-là ? Bon, c'est un peu difficile à dire, mais... Non, mais effectivement, je pense que quand je parlais de cette difficulté de communiquer, c'est qu'effectivement, dans la peinture ou dans la musique, la communication se fait de manière immédiate et va du coup pouvoir provoquer des émotions de manière à peu près automatique, on peut dire. Alors qu'effectivement, pour les mathématiques, comme il y a cette difficulté de communication, qui peut être une difficulté au niveau de celui qui explique ou une difficulté au niveau de celui qui essaie de comprendre, il faut passer d'abord par cette communication, il faut réussir à franchir cette étape-là avant de pouvoir ressentir une éventuelle émotion. Donc, j'ai bien vu, par exemple, que dans l'expérience que j'ai tentée, ça n'a pas marché pour tout le monde. Donc, voilà, je suis désolé, il y a clairement... je réfléchirai pour la prochaine fois à comment faire mieux. Mais voilà, donc ça, c'est une difficulté intrinsèque. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de monde, beaucoup de gens, on entend beaucoup les gens dire « Ah, moi, je déteste les maths parce que j'ai eu des profs nuls, par exemple. » Donc, je ne veux pas défendre tous les profs de maths de l'univers, d'accord ? Il y en a des nuls, c'est sûr. Mais c'est intrinsèquement quelque chose de difficile. D'accord ? Les maths, c'est une science exacte, mais l'enseignement des maths, c'est un art. D'accord ? L'enseignement des maths, il n'y a pas une manière de faire. Okay ?
Donc, vous pouvez essayer avec une personne d'expliquer d'une certaine manière, cette personne va comprendre tout de suite. Vous faites la même chose avec une autre personne, elle ne va rien comprendre. Et il va falloir s'adapter. Donc ça, c'est comme ça, c'est une difficulté. C'est lié aussi à une autre question qui avait été posée, tu parlais des vecteurs qui nous permettent de transmettre ces émotions ou cette compréhension. Est-ce que la pédagogie, ce ne serait pas un des éléments qui permettent de transmettre les mathématiques? Bien sûr. Donc la pédagogie, disons, on peut voir la pédagogie comme l'étude de la meilleure, enfin la pédagogie des maths, l'étude de la meilleure manière de transmettre ça. Mais encore une fois, il n'y a juste pas de solution miracle. Et ça, je pense que c'est une chose vraiment importante à comprendre, c'est qu'il n'y a pas une solution qui marche pour tout le monde. Ça n'existe pas. Et je vous assure que nous, en tant qu'enseignants de mathématiques à l'université, on en discute entre nous. Et on se dit, mais ok, moi j'ai essayé ça, toi tu as essayé ça. On essaye. Mais c'est trial and error pendant toute la carrière. C'est comme ça. D'accord. Et une année, ça va très bien marcher. Une année, la même chose va un peu moins bien marcher avec un autre groupe. C'est comme ça que ça se passe. Mais c'était lié à une autre question qui était comment est-ce qu'on peut transmettre une démonstration aux autres personnes. Mais comme tu le dis, il y a autant de méthodes qu'il y a de personnes en règle générale. Voilà, mais alors c'est aussi intéressant, je trouve très intéressant de voir on nous annonce périodiquement de grandes révolutions dans l'enseignement des maths en particulier. Et on nous dit, ok, vous verrez, dans 5 ans, ce sera tout par des énormes MOOC, ce sera tout à distance, etc. Et bien, il s'avère que la manière dont on enseigne les maths maintenant à l'université, c'est essentiellement la manière dont on enseignait les maths il y a 250 ans. D'accord. Et ce n'est pas parce qu'on est tous des vieux rétrogrades, c'est juste parce qu'on essaye, mais en fait, on se rend compte qu'un tableau noir et une craie, c'est clairement pas le mieux pour tout le monde, mais il s'avère qu'en général, ça marche assez bien. Enfin, que ça marche moins mal que d'autres choses. En particulier, quand la vitesse à laquelle on écrit, une personne normalement constituée va écrire au tableau noir avec une craie, ça correspond à peu près à la vitesse naturelle de compréhension d'un étudiant et la vitesse à laquelle lui va pouvoir réécrire. Et donc, par exemple, on a beaucoup essayé de faire de magnifiques slideshows, par exemple, pour des cours de maths. C'est possible. Mais en fait, très vite, les slides vont aller en fait trop vite pour la vitesse de compréhension de l'étudiant ou de l'étudiante. Et aussi, il y aura ce phénomène que vous avez peut-être vécu ce soir, qui est c'est vraiment beau, je suis comme au cinéma, là, c'est vraiment génial, et puis je commence un peu à m'endormir, et puis en fait, on n'est pas vraiment actif dans le truc. Et voilà, donc encore une fois, je ne dis pas du tout qu'il ne faut absolument pas de slides, je ne dis pas du tout que le tableau est toujours la meilleure manière de faire, mais il s'avère qu'en moyenne, c'est comme ça que ça va marcher le mieux. Deux autres questions qui sont liées finalement à la fois au contenu de ton exposé et puis à la pédagogie des maths. On entend souvent dire que les filles sont moins faites pour les maths, il y a un fait qu'il y a moins de femmes dans les mathématiques. Et une question qui est liée, c'est dommage qu'il n'y ait pas dommage qu'il n'y ait pas de grande géante des maths dont on a exposé de ce soir. Est-ce que tu peux, entre guillemets, lier les deux, le commentaire et la question? Alors évidemment, c'est une bonne question. Donc, alors il y avait une géante, mais qui est apparue de manière un petit peu subreptice, qui était Maria Mirzakhani. En fait, à un moment, dans une des leçons, quand je disais non, tout n'est pas démontré en mathématiques, il y avait un brouillon d'une mathématicienne qui s'appelle Mirzakhani, qui a été la première mathématicienne femme à obtenir la médaille Fields, qui est la plus grande récompense en maths. Elle a eu en 2014, je crois. Donc voilà, donc effectivement, mais pour toutes sortes de raisons, c'est vrai que historiquement, il y a eu beaucoup plus d'hommes que de femmes qui ont fait des maths, et du coup, effectivement, ça se retrouve dans l'exposé avec plus de géants que de géantes, ça c'est clair. Maintenant, c'est un fait qui est dû à plein de raisons qu'on peut comprendre en grande partie. Évidemment, il y a des raisons historiques évidentes, d'accord. C'est pas que en maths que, si vous regardez au XIXe siècle, il n'y avait pas de femmes dans. Bon, bref, les hommes avaient une telle place dans la société que les femmes ne pouvaient pas faire grand-chose. Donc, mais c'est vrai que c'est resté plus longtemps en maths pour des raisons qui sont un peu tristes, mais qui, à mon avis, sont des raisons d'éducation essentiellement. C'est-à-dire qu'on a tendance à penser que
les jeunes filles doivent s'orienter plus vers d'autres domaines, que les maths sont plus pour les garçons. Et c'est quelque chose qui, je pense, s'est auto-entretenu un petit peu et qui fait que, encore maintenant, dans une classe de première année de maths à l'Université de Genève, on aura, je pense, de l'ordre de 2/3 de garçons. Mais bien sûr que ce n'est pas une fatalité. Alors, à mon avis, il n'y a pas de solution miracle, pas du tout, mais ce n'est pas une fatalité. Et la meilleure manière, enfin, la façon la plus, une façon difficile, mais à mon avis la meilleure manière de lutter là contre, c'est bien évidemment à travers l'éducation. C'est-à-dire que si, voilà, moi j'ai une fille et un garçon, et, il est évident que je ne vais jamais de ma vie, je vais dire à ma fille, si elle s'intéresse aux mathématiques, qu'elle doit changer, que ce sera à mon fils d'en faire. Bien sûr que non. Donc, mais ça, je pense que c'est le genre de changement qui prend quand même au moins une génération, d'accord ? C'est pas un changement qu'on peut juste faire par miracle comme ça. On peut pas décider d'un seul coup qu'il y aura des filles en maths comme ça. On peut les encourager, bien sûr, mais ça passe, voilà, ça passe par l'éducation, je pense. Et ce qui est lié, c'est comment toi tu as choisi ton parcours. Comment tu t'es retrouvé à faire des maths ? Pourquoi avoir choisi les maths ? Alors, comme pour beaucoup de gens, c'est passé par un enseignant, un prof. Je ne pense pas qu'il est là ce soir. Un enseignant au collège de Saussure. Il y a d'anciens et d'anciennes de Saussure là, mais je ne vois pas mon prof. Donc, alors, ce qu'il faisait, c'est que, alors, il s'avère qu'en fait, il avait fait une thèse en maths. Il s'avère qu'il a fait une thèse avec le même prof que moi, d'ailleurs, mais quelques années auparavant. Et donc, c'était quelqu'un qui avait une certaine vision des mathématiques. Et du coup, il ne faisait pas que de nous transmettre le programme, quoi. Mais de temps en temps, il faisait une petite aparté. Et voilà, il partait pendant 10 minutes, il partait et disait « Ah, vous savez qu'il y a des infinis de grandeur différentes. » Et puis il nous expliquait ça. Ou alors après, il nous explique E puissance pi égale moins 1. Et ça m'a beaucoup marqué, ça a piqué ma curiosité. Et du coup, moi, j'avais très envie de comprendre ce genre de choses. Donc ouais, c'est effectivement à travers un enseignant surtout que j'ai choisi de faire des maths. Donc, j'étais pas dans une filière scientifique au collège, je faisais ce qu'on appelait à l'époque latine, mais j'ai choisi ensuite de faire des maths. Et puis voilà, après, j'ai découvert vraiment, avec le début des études, j'avais pas choisi de faire une carrière académique. J'ai commencé à faire des maths en me disant, j'ai envie de voir ce que c'est vraiment les maths. Et j'ai commencé ça. Et puis après, c'est enclenché un cercle vertueux que je suis toujours très heureux de voir parmi certains de nos étudiants et étudiantes, qui est on a beaucoup de travail, mais en fait, on a beaucoup de gratification avec. Parce qu'on travaille beaucoup, mais ça nous amène toute cette compréhension, justement, toute cette clarté dont je parlais, et qui, en fait, nous motive. Et il y a évidemment un challenge intellectuel énorme tout le temps d'essayer de comprendre plus, et d'essayer de comprendre mieux, et puis de résoudre un problème, etc. Puis après, on compare avec les autres copains, et puis après, on explique la solution au tableau, etc. Et il y a un phénomène comme ça qui, dans mon cas, s'est mis en marche, et qui, du coup, m'a vraiment porté pendant toutes mes études. Et moi, mes études, donc je pense que j'ai beaucoup travaillé pendant mes études, mais ça a été un vrai plaisir, du début à la fin. Et ça, c'est en tant que conseiller, je suis conseiller académique, donc comme je vous le disais. Et en tant que conseiller académique, c'est ce que je dis aux étudiants en premier, s'ils veulent choisir les maths ou pas, c'est l'important, c'est le plaisir que vous allez en retirer. Donc, les études en maths sont trop difficiles pour les choisir uniquement en fonction des débouchés. Si vous choisissez des études de maths en vous disant j'aime pas trop les maths, je vais souffrir là pendant quelques années, mais il y aura un débouché, je dis pas que ça va rater, mais en tout cas, j'espère pour cet étudiant ou cette étudiante que ça va changer pour lui, que son opinion des maths va changer. C'est avec le plaisir et le goût qu'on trouve évidemment l'énergie de continuer à travailler. Et voilà, donc j'ai choisi les maths comme ça, et puis ensuite, ça a un petit peu continué comme ça. Je ne pensais pas continuer à faire une carrière académique, mais à la fin de mon master, je me suis dit, mais j'ai vraiment envie de savoir ce que c'est que la recherche en maths. Alors j'ai commencé, ça m'a plu aussi, puis c'est de fil en aiguille, c'est comme ça que je suis arrivé ici. Et ton travail aujourd'hui d'enseignant-chercheur, est-ce que c'est un travail solitaire ? Alors, donc ça dépend un petit peu. Le travail d'enseignant-chercheur dépend un peu. Alors, le travail d'enseignant n'est pas un travail solitaire, bien sûr. Enfin, bien sûr, la préparation des cours l'est, mais l'enseignement pas, bien entendu. Le travail de chercheur est en grande partie solitaire. Ça dépend des gens. Je connais
j'ai certains collègues, comme un certain Hugo du Mille Copains, dont vous avez peut-être entendu parler, qui, alors lui, il travaille quasiment exclusivement en groupe. Donc lui, il réfléchit bien. S'il a 3 personnes avec lui, ils sont tous au tableau, etc. Et puis, voilà, il y a d'autres personnes qui travaillent plus seules. Alors moi, je fais peut-être plutôt partie de ce genre de personnes qui aiment bien être tranquille avec ma feuille de papier ou mon tableau. Donc c'est un travail, disons qu'en tout cas, c'est un travail qui peut potentiellement bien convenir à des gens solitaires. Ça, je pense que c'est vrai. Avant de passer à une ou deux dernières questions, il y a eu quelques demandes de sources, et c'est louable. Donc, est-ce que tu pourras plus tard retrouver la source sur l'étude des éléments corrélés positivement ou négativement avec la croyance en fake news ? Bien sûr, bien sûr. Donc on pourra la mettre sur le site web. Et puis, une autre source, c'est qui le professeur de Lausanne qui a donné cette citation ? Alors, il s'appelait Manuel Oyanrungen. C'était un prof qui était... Donc, voilà, moi, j'ai commencé mes études il y a 30 ans et, à Genève, et c'était donc... ça devait être en 96-97. Lui, il était enseignant. Voilà, il enseignait à Lausanne. Et ouais, ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué, cette citation. Est-ce qu'il y a une ou deux dernières questions dans la salle ? Sinon, j'en ai encore sous la main, mais si vous voulez en poser une de vive voix. Ouais. Est-ce que tu vas amener le micro ? Ah bah. Oui, alors ouais, c'est une bonne question. Donc, Tu peux la reformuler au micro. oui, alors donc la question était, est-ce que pour un mathématicien ou une mathématicienne, l'émotion qui prévaut, qui prédomine, c'est vraiment la joie, ou s'il y a d'autres émotions, en particulier le coup de l'interrupteur, en particulier, est-ce qu'en fait on est souvent désespéré parce qu'on ne trouve pas l'interrupteur, quoi, en gros. Et oui. Ah. Ça, j'arrive pas. J'arrive pas à dire. C'est difficile. Je pense que c'est quelque chose de personnel. Et moi, j'arrive pas vraiment à répondre à ces questions. Mais je vais répondre à la présente que vous n'avez pas posée, qui était donc est-ce que c'est la joie qui prédomine ou est-ce qu'il y a d'autres émotions ? Parce que quand certains collègues ont vu que mon exposé s'intitule « La joie des maths », il y en a en tout cas un ou deux qui m'ont dit « Non mais tu vas parler du désespoir des maths aussi ?» Parce que bien sûr, ça existe aussi, bien évidemment. Donc si on cherche si on est dans cette salle noire et qu'on n'a toujours pas trouvé d'interrupteur et qu'on se tape la tête contre les murs, bien sûr il y a d'autres émotions, d'accord ? Donc j'ai voulu insister sur la joie des maths, mais bien sûr qu'il y a toute une palette d'émotions. Non, oui, une dernière. J'ai partenu le nom de mathématicien qui mettait 6 mois à trouver l'interrupteur. Mais vous, dans votre recherche, est-ce que si à un moment donné vous avez l'impression de tourner en rond, est-ce que vous laissez tomber et vous passez à un autre domaine ? À quel moment on décide de dire ça ? Voilà, ça dépend bien sûr. Donc la question est à quel moment dans nos recherches on décide de s'interrompre et de changer de problème, etc. Donc ça dépend bien sûr des gens, et ça c'est une qualité qu'il faut développer comme chercheur, et je prétends pas du tout que je l'ai bien développé. Moi, ça m'est arrivé de rester la tête complètement dans un problème pendant 8 mois et sans trouver la solution, et donc ce qui clairement a été une mauvaise idée. J'aurais dû bifurquer avant. Donc, mais je pense que des chercheurs, je pense que pas mal de chercheurs et de chercheuses ont plusieurs problèmes à la fois en tête. Et donc ça leur permet, quand ils bloquent sur un, de passer à un autre. Et très souvent, ce qui va se passer, c'est que c'est en fait au moment là où on lâche un problème que peut-être l'idée va venir sur ce problème-là. On pense à un autre, on se concentre sur un autre, mais en fait c'est à ce moment-là, quand on a lâché un peu la tension de la recherche trop intense sur le premier, que l'idée cruciale sur le premier va peut-être émerger. Merci David. Avant de vous accompagner jusqu'à l'apéritif, vous allez juste voir les quelques réponses auxquelles vous n'aurez pas le droit puisque vous n'avez pas posé la question, qui était sur quoi travaille réellement David dans sa recherche. Donc je vous donne un teaser où vous allez pouvoir l'embêter pendant l'apéritif ou les voir une autre fois. Très cruellement.
pour vous amener à deux choses. D'abord, un rappel, si vous voulez en savoir plus sur les prochains événements, vous pouvez vous abonner à la newsletter, mais surtout, on aimerait bien un retour de votre part sur la conférence de ce soir, sur la difficulté, sur ce que vous avez compris, sur le format. Donc si vous avez envie de nous faire un retour là-dessus, n'hésitez pas à scanner ce QR code et puis à répondre aux quelques questions qui sont là pour en savoir plus sur la difficulté. Et on espère que ça nous permettra pour les prochains épisodes d'améliorer encore ce qu'on peut faire pour vous offrir de belles conférences. En attendant, je remercie encore David Chimazoni pour la conférence de ce soir.